Bonjour, on se retrouve dans le chapitre toujours sur de l'arithmétique, PGCD et applications, et ici pour parler du théorème de l'identité de Bézout et peut-être application aux équations différéentielles si c'est pas trop long. Un premier lemme qu'on avait déjà évoqué dans le chapitre sur les divisibilités multiples, qui est que tout sous-ensemble non vide de grand N admet un plus petit élément. Alors, l'objet n'est pas de le démontrer ici, on l'admet. Premier théorème, l'identité de Bézout. On prend un couple d'entiers relatifs non nuls, A et B, et puis D leur PGCD. Eh bien, cette identité nous assure de l'existence d'un couple d'entiers relatifs U et V, tel que AU plus BV, la combinaison linéaire de A et B ou de U et V, est égale à D. On va démontrer ceci. Alors, on considère l'ensemble grand E de tous les éléments qui s'écrivent AU plus BV, avec U et V des entiers relatifs. Et AU plus BV étant, puisque D c'est le PGCD de AB, eh bien l'ensemble grand E c'est un ensemble d'entiers naturels non nuls. Alors, grand E est non vide, puisque D' c'est AU plus BV avec U et V connus, et donc il y a un plus petit élément qui est non nul. On va montrer que D' en fait, cet élément, AU plus BV, et bien en fait c'est le PGCD de AB. Et à ce moment-là, on aura bien montré que D' c'est égal à D. On va le faire en double inégalité, c'est-à-dire on va d'abord démontrer que le PGCD de AB est plus petit que D', inférieur ou égal, et dans un deuxième temps, on va montrer que le PGCD est supérieur ou égal à D', puisqu'il sera inférieur ou égal et supérieur ou égal. À ce moment-là, on aura l'égalité entre le PGCD et D'. On avait fait ce type de démonstration déjà avec des inclusions d'ensemble. Un ensemble qui est inclus dans un autre, et si l'autre A inclus dans B et B inclus dans A, ça signifie que A égale D. Alors d'abord, est-ce que D est inférieur ou égal à D'? Eh bien, en effet, car D divise A, puisque D c'est le PGCD de AB, et puis D divise B. Donc, D va diviser la combinaison linéaire, D divise AU plus BV. Et ça veut bien dire que donc D divise D', puisque D' c'est le plus petit élément de tous les AU plus BV. Donc D divise l'élément D'. Et puis en plus, D' c'est AU plus BV. Donc D divise D'. Voilà. Si D divise D', ça veut bien dire que D est inférieur ou égal à D', puisqu'il s'agissait de démontrer ça. Maintenant, est-ce que grand D est supérieur ou égal à D'? Alors, en fait, si on fait la division euclidienne de A par D', eh bien, on peut dire que A, c'est égal à D'Q plus R, d'accord, avec R qui est compris entre 0 et D'. Ok. On va supposer que R, le reste est différent de 0. Si le reste est égal à 0, A égale D'Q, et à ce moment-là, D' va diviser A. Et de même, on aurait D' divise B. À ce moment-là, on aurait D' divise AU plus BV. Et donc D' va être inférieur ou égal à au PGCD de A et B. Bon, on l'écrira après.
supposons que donc que le reste est différent de 0. On a alors R qui s'écrit A moins D'Q. D'accord? Or, D', c'est AU plus BV. Hein? Donc, je peux l'écrire sous la forme 1 moins AU moins, enfin plus, B moins VQ. Ok. Et ça signifie que R s'écrit sous la forme 1 entier fois U plus 1 entier fois V, donc R appartient à grand E. Voilà. Mais si R appartient à grand E, eh ben, il y a une contradiction entre le fait que R appartienne à grand E et R est différent de 0. Et R est inférieur D', puisque D', c'est le plus petit élément de E. D'accord? C'est quand on a fait la division euclidienne de A par D', ça signifie bien ça quand on prend R. R, c'est le reste, donc il est compris entre 0 et D'. Donc en fait, R, on a une contradiction, puisque R est dans grand E, mais est strictement inférieur à D'. Or, D', c'est le plus petit élément non nul de grand E. Donc ça signifierait que R est égal à 0, mais on vient de dire que on a supposé que R est différent de 0. Du coup, notre supposition, elle est fausse. R n'est pas différent de 0. Ça signifie que R, par conséquent, R est égal à 0. Et si R est égal à 0, ça signifie que D', c'est ce que je disais tout à l'heure, divise A. Si on refait la même chose, mais cette fois avec B, on dit, on fait la division euclidienne de... ah, zut, j'ai perdu. Voilà. On fait la division euclidienne de B avec D'. Bon, je remets les mêmes notations, D'Q plus R. Et on fait exactement le même raisonnement. Eh bien, on va aboutir à D' divise B. Si D' divise A et D' divise B, à ce moment-là, D' divise le PGCD de A et B, puisque D c'est le PGCD de A et B. Donc, finalement, D' est inférieur ou égal à grand D, puisqu'il divise A et B, donc le PGCD de AB. Donc il est plus petit ou égal à grand D. D'après le premièrement, qui est là, grand D est inférieur ou égal à D'. On vient de démontrer que grand D est supérieur ou égal à D'. Donc un élément qui est inférieur ou égal et supérieur ou égal à un autre élément, ça veut dire que il est égal à cet autre élément. Donc D' est égal à grand D. Donc finalement, on a bien que AU plus BV, c'est le PGCD de A et B. Alors, un exemple avant de passer au théorème de Bézout. Si on prend le PGCD de 54 et de 42, eh bien le PGCD de 54 et 42, c'est 6. Alors, tu peux le vérifier, tu peux même t'entraîner à faire l'algorithme d'Euclide, si tu souhaites. Ça signifie qu'il existe deux entiers U et V. Alors, je ne sais pas lesquels, hein, mais tels que 54 U plus 42 V est égal à 6. Alors, l'identité de Bézout nous assure de l'existence de ces deux entiers, mais nous les donne pas. Donc là, il faudrait, si on les cherche, on n'a pas vraiment de technique, on en verra une de technique. On peut, on se rend compte que si on prend moins 3 et puis 4, eh bien ce couple-là convient. On va avoir en effet 54 fois moins 3, ça fait moins 162,
plus 42, c'est ça, 150, ouais, 162, et 42 fois 4, ah bah non, ça va pas, ça fait, ah si, bah si, c'est ça, 168, et 168 moins 162, ça fait bien 6, ok. Bon, pardon, 4, j'ai dit, ok. Tu en conviendras, hein, trouver moins 3 et 4 comme ça, c'est pas très pratique. On va voir une méthode un petit peu plus tard. Passons maintenant au théorème de Bézout. Alors le théorème de Bézout, eh bien, c'est quasiment pareil que l'identité de Bézout. Simplement, il nous assure de l'existence, donc là on a une équivalence. Hein. C'est-à-dire les antirelatifs non nuls A et B sont premiers entre eux. Eh bien, si et seulement si, donc ça équivaut à, il existe un couple d'antirelatifs U et V, tel que AU plus BV égale 1. Bah oui, hein. On a dit précédemment que il existe si D c'est le PGCD de A et B, alors il existe un couple d'antirelatifs tel que AU plus BV égale D. Et bien là, si A et B sont premiers entre eux, ça veut dire que le PGCD c'est 1. Et bien là, on a une équivalence entre cette combinaison linéaire égale à 1 avec U et V, et puis le fait que A et B sont premiers entre eux. Alors, si A et B sont premiers entre eux, eh ben, alors on le fait dans implication et réciproque. Donc on suppose que A et B sont premiers entre eux. Alors PGCD de A à B, c'est égal à 1. Et d'après l'identité de Bézout, qu'on a démontré juste avant, eh bien, AU plus BV est égal à 1. Réciproquement, on suppose qu'il existe deux antirelatifs, U et V, tels que AU plus BV égale 1. Alors, le PGCD de AB, eh bien, on sait qu'il divise A et il divise B. Donc, le PGCD de AB divise AU plus BV. Qui, par supposition, est égal à 1. Le seul nombre entier qui divise, bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de nombre non entier qui divise 1. Le seul nombre qui divise 1, bah, c'est lui-même. Donc le PGCD de AB, c'est 1. Donc on a prouvé la réciproque. On a l'implication, la réciproque, on a bien l'équivalence. Alors, un exemple, 22 et 15, hein, c'est des nombres premiers entre eux. Eh bien, on est assuré que l'équation 22x plus 15y égale 1 admet un couple de solutions d'entiers. Voilà, on sait que ça existe. Pour l'instant, on ne sait pas comment les trouver, mais on sait qu'ils existent. Autre utilisation, on veut démontrer que deux entiers sont premiers entre eux. Et ben par exemple, 2n plus 3 et 5n plus 7, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? Eh bien, je trouve une combinaison linéaire telle que le résultat fasse 1. Alors il faut que je me débarrasse des n là. Si je prends u égale 5, ça me fait 5 facteur de 2n plus 3. Et puis je vais prendre v égale moins 2. Moins 2 facteur de 5n plus 7. Eh bien ça fait 15 moins 14, ça fait 1. Donc, on peut affirmer, d'après le théorème de Bézout, avec les coefficients 5
et moins 2, on peut affirmer que 2n plus 3 et 5n plus 7 sont premiers entre eux. Voilà. Et donc en fait, la fraction, une autre façon de le dire, hein, la fraction 2n plus 3 sur 5n plus 7 est irréductible. Une conséquence maintenant de l'identité de Bézout et du le corollaire du théorème de Bézout. Alors, tout diviseur commun à A et B divise le PGCD de A et B. Alors, si je prends soit D un diviseur commun à A et B, ça signifie qu'il existe K et K', deux entiers relatifs, tels que A est égal à K fois D, et puis B est égal à K' fois D. Maintenant, je considère grand D le PGCD de A et B. D'après l'identité de Bézout, hein, il existe deux entiers relatifs, tels que AU plus BV, c'est égal à grand D, le PGCD. Cette égalité, elle est équivalente à KD fois U plus K'D V égale grand D. D'accord, c'est-à-dire K facteur de D facteur de KU plus K'V qui est égal à grand D. Or, comme avec KU et K'V appartenant à grand N, oui, D c'est un PGCD, donc oui, appartenant à grand N, étoile, puisque D c'est le PGCD de AB. Donc ça signifie bien que D divise grand D, qui est le PGCD de AB. Voilà. Alors, le corollaire du théorème de Bézout. On prend trois entiers ABC avec A et B non nuls simultanément. L'équation AX plus BY égale C admet des couples d'entiers XY solution si et seulement si C est un multiple du PGCD de AB. Alors, on va le démontrer par double implication. Hein, on suppose que on a une solution, voilà le sens direct. On suppose qu'on a une solution. Donc x est 0, y 0, on les a trouvés, d'accord, tel que ax0 plus by0 égale c. À ce moment-là, D, le PGCD de AB, eh bien D divise A et D divise B. Donc D divise ax0 plus by0. Donc D divise C. Donc ça veut bien dire, si D divise C, que C est un multiple de D qui est le PGCD de AB. Ok. La réciproque, on suppose que C, c'est un multiple du PGCD de AB, donc C s'écrit K égale PGCD de AB avec K appartenant à grand N, oui. Est-ce que ça peut être grand Z? Ça pourrait être grand Z, en fait. Voilà. K appartenant à grand Z. Ok. D'après l'identité de Bézout, il existe U et V tels que... alors... Ouais, c'est parti là.
AU plus BV égale D. D'accord. C'est-à-dire, ça implique ça, que AU plus BV égale D, que A multiplié par KU, AKU plus BKV, on multiplie tout par K, hein, ça reste vrai, égale KD, c'est-à-dire C. Et ça signifie bien, donc, eh bien, les solutions, le couple solution KU-KV, eh bien, c'est bien un couple solution de AX plus BY égale C. Et c'est bien ce qu'il fallait démontrer en fait. Hein. On voulait démontrer la réciproque que si on prend un élément C qui est multiple du PGCD de A et B, eh bien à ce moment-là, l'équation AX plus BY égale C admet des couples d'entiers solutions. Bah ça y est, on en a trouvé un. Donc c'est bon, ça suffit. Voilà. On a le sens direct, ici l'implication, on a la réciproque, donc on a bien l'équivalence. Alors, un exemple, est-ce que je vais faire... Oui, je vais faire les exemples. Hein. Alors, l'équation 12x plus 4y égale 32 admet des couples d'entiers qui sont parmi ces solutions, x, y. Hein. En effet, pourquoi? Parce que le PGCD de 12 et de 4, eh bien, c'est 4. Et en fait, 4 divise 32, c'est-à-dire 32 est un multiple du PGCD de 12 et de 4. Donc cette équation admet des solutions. Par contre, l'équation 2x plus 3y égale 3 n'admet pas de solution entière, parce que le PGCD de 2 et de 6, et ben en fait, c'est 2, et 2 ne divise pas 3. Donc en fait, 3 n'est pas un multiple de 2, c'est-à-dire n'est pas un multiple du PGCD de 2 et de 6. Donc cette équation-là, elle n'a pas de solution entière. Alors, un exemple, application, méthode, est en fait qui est assez important par rapport à la rédaction. Alors, on veut déterminer un entier A tel que 30A est congru à 1 modulo 23. Après avoir justifié justement que cet entier existe. Alors ce qu'on peut dire, c'est que 30 et 23 sont premiers entre eux. Donc l'équation d'après le théorème de Bézout qu'on a vu, il existe un couple d'entiers AB tel que 30A plus 23B est égal à 1. Et ça, c'est bien, ça veut bien dire, c'est pareil, hein, que 30A égale moins 23B plus 1, d'accord? Et ça veut bien dire qu'il existe un entier A tel que 30A est congru à 1 modulo 23. Voilà. Alors, la méthode, en fait, pour trouver A et B, ça consiste à remonter l'algorithme d'Euclide. Et en fait, en procédant à l'algorithme d'Euclide et en le remontant, eh bien, on va obtenir cette égalité. 1 égale 30 fois 10, moins 23 fois 13. Et donc, notre nombre A, ça sera 10, et notre entier B, ça va être moins 13. Alors, la méthode. Eh bien, d'abord, on écrit l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire 30. Alors, la division euclidienne de 30 par 23. Donc, 30, c'est 23 fois 1 plus 7.
Puis après, 23, c'est 7 fois 3 plus 2. Puis après, 7, c'est 2 fois 3 plus 1. Et on pourrait s'arrêter là, mais on va aller jusqu'au bout. 2, c'est égal à 1 fois 2 plus 0. Voilà, ça c'est l'algorithme d'Euclide. Et donc, 30 et 23 sont premiers entre eux. Donc ça me sert à justifier l'existence du couple AB, tel que 30A plus 23B égale 1, puisque le dernier reste non nul, c'est 1, et voilà, donc PGCD de 30 et 23 est égal à 1. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va faire pour remonter? On part de la troisième ligne, c'est-à-dire qu'on part de la ligne avec le troisième reste non nul, et puis on va écrire ce 2 fois 3 là, 2 fois 3, en fait on l'écrit dans l'autre sens, c'est 7 moins 1. Et je vais le reporter dans la deuxième ligne, et donc c'est le reste de 2 ici, là, que je vais me servir de ce reste de 2. Mais en fait ici, j'ai 2, alors que là, j'ai 2 fois 3. Donc en fait, je vais le reporter dans la deuxième ligne, mais la deuxième ligne multipliée par 3. Donc je multiplie la deuxième ligne par 3. Pourquoi je la multiplie par 3? Parce que ici, le reste, le reste de 2 a été multiplié par 3 dans l'algorithme d'Euclide. Donc, j'écris 23 fois 3 égale, alors 7 fois 3 fois 3, ça fait 7 fois 9, plus 2 fois 3. Le 2 fois 3, maintenant, je vais le remplacer par le 7 moins 1 qui est ici. C'est important de ne pas faire tous les calculs, sinon on passe à côté. Nous, ce qu'on veut, c'est un certain nombre de fois 30, un certain nombre de fois 23, qui est égal à 1. Donc il ne faut pas faire tous les calculs, il faut arriver à conserver 23 et 30. Alors, je remplace 23 fois 3, ça nous donne donc, est donc égal à 7 fois 9, plus 7 moins 1. Donc finalement, ça nous fait 23 fois 3 égale 7 fois 10 moins 1. Là, c'est intéressant maintenant d'avoir 7. Pourquoi 7? C'est le reste qui était ici. En fait, à chaque fois, j'essaye de conserver les restes que j'ai obtenus. C'est ça, remonter l'algorithme d'Euclide. Si je réutilise chacun des restes. Donc ce reste de 7, eh bien, en fait, je l'utilise en écrivant que 7 fois 10, ce reste, c'est 7 fois 10 égale 23 fois 3 plus 1. Et je vais le remplacer dans la première ligne. Dans la première ligne où j'ai 30 et où j'ai 23. Et là où je vais faire réapparaître encore un 23. Mais la première ligne, en fait, le reste de 7, il n'est pas multiplié par 10. Donc je multiplie la première ligne par 10. Et je fais 30 fois 10, qui est égal à 23 fois 1 fois 10, donc 23 fois 10, plus 7 fois 10. 30 fois 10 égale 23 fois 10. Je remplace, c'est exactement pour ça qu'on a fait tout ça, on remplace le 7 fois 10 par 23 fois 3 plus 1. Puis maintenant, je rassemble mes 23, là j'ai 30 fois 10 égale 23 fois 13 plus 1. Finalement, on arrive bien à l'égalité en remontant l'algorithme d'Euclide, qui est celle-là, 30 fois 10 moins 23 fois 13 égale 1. Et on en déduit que 10 et moins 13 est un couple solution, et donc que 10 est un inverse de 30 modulo 23. Ça veut bien dire on a trouvé un inverse. Voilà. Si tu te rappelles, c'est un cours d'arithmétique qu'on a vu. On a vu que l'inverse d'un entier,
est telle que ce soit égal à modulo 1 dans la division euclidienne, dans la division euclidienne. Donc ici, là, en fait, l'exercice, il aurait pu être posé de la manière suivante, déterminer un inverse de 30 modulo 23. Voilà. Et ben voilà. On s'arrête là. La prochaine étape, ça sera un théorème et corollaire de Gauss, et puis des applications, entre autres, aux équations de Diophantine. Mais là, on a déjà, en fait, entre guillemets, utilisé une équation diophantienne. On en a déjà un petit peu parlé. Eh ben, bon courage sur ce, et puis à bientôt. Salut!